toute ta mobilité. Ça me permet de saluer également M. le sous-préfet qui nous fait l'honneur de sa présence, l'ensemble des élus et puis bien entendu toutes les personnalités civiles qui sont présentes ce soir pour ces derniers vœux de la communauté d'agglomération du Val de Fensch. En tout cas pour cette mandature, elle est un peu particulière puisque ça a été rappelé un instant, d'autres m'ont précédé, puis Tarion que j'excuse, mais également, je veux ici saluer la mémoire de personnalités qui m'ont aussi considérablement marqué, puisque c'est avec eux que dès les années 85-90, nous avons commencé à réfléchir à la création de communautés. On ne savait pas trop comment les appeler à l'époque, c'était d'abord une communauté de communes. Je pense évidemment, il y a Gérard Leonardi qui est là, qui est maire depuis du Cange, mais évidemment Michel Pardès, qui a été mon suppléant, parce que j'étais parlementaire, et Jean-Marie François qui m'a dit à l'époque, finalement si j'avais été un peu plus jeune, j'aurais pu être candidat à la députation, mais là je suis un peu trop âgé, donc je laisse passer. Et oui, ça fait déjà plus de 10 ans qu'ils nous ont quittés. Je voulais rappeler ici leur mémoire, parce que beaucoup les connaissent et les ont énormément appréciés, et parce que c'est quand même encore un peu l'actualité du moment. Et puisque nous en sommes aux hommages, je ne peux pas oublier non plus Michel Prince, qui est notre historien local et qui s'inscrit évidemment dans la longue histoire de sa famille avec Adrien Prince. Et puis je salue également Gisèle, la sénatrice, qui est sa sœur. Merci donc également à tous les autres élus présents, passés, et finalement futurs sans doute, parce que gérer une communauté d'agglomération, ça se fait en équipe. Je suis primus inter pares, je ne suis pas le chef, comme on l'est dans nos collectivités locales de base, les communes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on les connaît mal déjà, les communautés d'agglo. Vous savez, sur l'échelle de popularité, on est très mal placé. Les mieux placés, c'est l'État. On sait que l'État existe. Sur 10, 7 pour l'État. Ensuite, les communes sont plutôt bien notées aussi, 6-9. On sait ce que c'est qu'une commune, on va chez le maire, etc. Et puis la communauté, elle est à 5,3. Donc on peut mieux faire quand même. On est légèrement au-dessus de la moyenne, mais c'est quand même pas terrible. Aussi parce que ça vient d'être dit d'une manière un peu différente, il y a des lois qui régulièrement sont adoptées, et dans cette loi, il y a l'obligation d'un conseil des maires. C'est dire que finalement, on est les patrons, mais sans vraiment l'être. Si nous avons effectivement une organisation, c'est le cas aujourd'hui, heureusement, où nous arrivons à échanger les uns les autres, au point que le dernier budget ait été adopté à l'unanimité, je le précise quand même, malgré nos différences. Et c'est quand même, d'une certaine manière, une fierté pour nous tous, élus de cette agglomération. Il n'empêche que les maires continuent de compter dans les agglomérations et d'ailleurs dans les communautés de communes. Et donc, par définition, le président, c'est un homme de compromis. Je n'ai pas dit de compromission, de compromis, de débat, d'échange. Et je crois que cela devra continuer de l'être tant que la loi sera ce qu'elle est, et a fortiori parce que, et je ressens cela un peu d'une certaine manière comme un peu de défiance, le fait que l'on soit obligé effectivement de mettre en place obligatoirement ce conseil des maires. Moi j'ai toujours pensé, mais je ne suis pas forcément majoritaire, que nous devions être élus au suffrage universel direct, ça simplifierait les choses. Je comprends qu'il y a une étape supplémentaire qui ne peut pas être franchie pour l'instant, et qu'on est plutôt sur un léger recul par rapport à l'institution communautaire. Mais rassure-toi, Jean-Paul, le développement continuera de vivre et de bien vivre. Et nous essaierons de trouver un président dynamique. Alors, je vais en arriver au fond, parce que finalement, nous sommes là pour parler des dossiers et pas tellement de nous-mêmes. Et je voudrais insister sur un point qui me paraît absolument fondamental, parce que pendant longtemps, les vœux que j'ai pu vous présenter dans le passé, et maintenant en tant que président de la communauté d'agglomération, étaient souvent des vœux pressentis comme des vœux de crise. Je veux aujourd'hui me féliciter de ce qu'est la principale caractéristique de cette vallée, la sidérurgie. Cette révolution industrielle que nous avons réalisée il y a plusieurs siècles. Alors, je le dis, Madame le maire, Carla, parce que nous sommes un chef et qu'il y a les mines de fer et le musée, mais qu'il y a aussi du bois, et c'est ainsi effectivement qu'on fait l'acier au départ. Je le dis parce qu'on oublie quelquefois que la révolution industrielle, c'est ici qu'elle s'est faite. Procédé Bessemer, procédé Thomas, enfin les spécialistes savent de quoi je parle, c'est ici que cela s'est fait, c'est ici que la sidérurgie est née, en France. Et plus que jamais, je crois qu'on peut être fier de ce qu'elle est aujourd'hui. Alors certes, si je donnais des chiffres, je vous dirais que, je les ai là sur le papier, en 62, il y avait 88 000 personnes qui y travaillaient. Il n'y en a plus que 8 700 à peu près au total en 99. Et encore moins aujourd'hui, on va dire, pour la vallée 2500, et puis peut-être 2 fois, 3 fois plus, si on tient compte de l'ensemble des sous-traitants et de l'ensemble des sociétés qui en dépendent. Mais ça reste aujourd'hui, incontestablement, une industrie de pointe. Et il faut que nous l'affirmions, que nous le réaffirmions, à la fois en termes de mémoire, mais également en termes de projection dans le futur. Et je voudrais, sur ce point, revenir sur 3-4 réalisations essentielles de ces dernières années. D'abord, Metafensch, qui a été voulu par l'ancien président Hollande, qui s'est réalisé et qui aujourd'hui dépasse largement
ce qu'on pouvait en attendre. La deuxième tour d'autonomisation est réalisée, et je peux vous annoncer d'ores et déjà qu'il y a effectivement une perspective d'expansion que nous n'imaginions même pas. C'est le recyclage des métaux, on ne faisait pas ça ici, pas dans cette dimension-là, et moi je suis très heureux de vous annoncer qu'effectivement, alors non seulement, je ne sais pas s'il est là, M. McDonald, c'est un type extraordinaire, qui vient du Canada, il m'a expliqué l'autre jour qu'il allait se naturaliser français. Ouais, c'est quand même une belle chose que de la France accueillant. Généralement, on dit que c'est les Français qui partent en Australie, au Canada. Maintenant, lui, il est venu du Canada pour diriger Metafench. Et je veux vraiment le féliciter parce que peut-être que sans lui, effectivement, on n'aurait pas atteint tous ces objectifs. Deuxième point, la sidérurgie, certes, a perdu la filière liquide, mais par l'accord entre le gouvernement Ayrault et puis ArcelorMittal, prolongé par les mesures actuellement prises, on a effectivement réalisé des choses extraordinaires. Le train à Choiscange a été effectivement confirmé parce qu'il y a eu des investissements. De même pour le gazomètre, à la coquerie, c'était pas gagné d'avance ces choses-là. Ça a été négocié. Et ils ont même été au-delà, et nous ne pouvons que nous en féliciter, tous collectivement, à travers notamment la réalisation de la galvanisation. J'ai eu le plaisir à la visiter il y a quelques jours avec les maires concernés et les députés. C'est incontestablement cet investissement de 90 millions d'euros, c'est l'industrie du futur. C'est la sidérurgie de demain. Nous sommes le phare européen de la sidérurgie dans cette vallée. Alors parlons effectivement du passé, mais parlons aussi de ce que nous sommes capables de faire pour nous projeter dans l'avenir, pour être exemplaires. Je ne m'arrêterai pas d'ailleurs à ArcelorMittal, même si je veux en dire beaucoup de bien ce soir. Je veux aussi signaler Taylor Blanc, que M. le maire de Caen a eu, je crois, la gentillesse de largement s'épandre sur les réalisations à Ucange, mais il y a aussi des réalisations clés qui tiennent à des entreprises. Et Taylor Blanc est une de ces entreprises qui était à deux doigts de disparaître il y a quelques années, je le rappelle quand même, et que nous avons aidé, communauté d'agglomération. Ce n'était pas unanime, hein, l'aide. On s'est battu, nous-mêmes, pour convaincre nos copains qu'il fallait les aider. Mais on l'a fait, et ça c'est le plus important. Et aujourd'hui, eh bien, ce sont eux qui créent les outils de soudure les plus performants, les aciers Usibor, et qui équipent nos voitures. Voilà. Et je veux dire cela. Et je ne m'arrêterai pas là non plus, parce que c'est vrai que ça paraît presque réducteur quand on sait ce que British Steel est en train de faire, hein, après avoir été Tata Steel, Sogerail, voilà, la liste est longue. Alors, j'ai cru comprendre que même les Chinois, c'était pas complètement encore bouclé. Hein. Il y a encore des discussions, Jinji peut-être, peut-être pas, il y a un conglomérature qui est encore dans le coup, mais peu importe, cette usine aujourd'hui, elle n'est pas comme celle de Scunthorpe, menacée, parce que là où effectivement les outils sont vieillissants, elle n'est pas menacée. Avec le 108 mètres que j'ai eu le plaisir d'inaugurer en 2010 avec quelques-uns d'entre vous, aujourd'hui elle est au top. Ce 108 mètres plus le traitement thermique des rails fait que nous créons les meilleurs rails du monde. Un tiers commercialisé en France, un tiers en Europe, un tiers dans le monde. On va quand même pas se plaindre de cette situation. Enfin, moi j'ai toujours entendu de l'extérieur, les gens en parlaient négativement, pas de British, hein, mais de la sidérurgie en constante restructuration. Oui, elle se restructure, mais pour devenir de plus en plus performante. Et puis je vais terminer par la cerise sur le gâteau pour la sidérurgie, le Digital Lab qui va s'installer dans les anciens bureaux du Gange. Quel symbole! Les anciens bureaux du Gange, qui sont effectivement... j'ai vu tout à l'heure en présentant de la Fondation Total qui nous a aidé à réaliser les travaux du pigeonnier et puis des grilles. Mais là, on est sur des bureaux qui ont servi l'industrie sidérurgique et qui vont continuer de la servir. Mais pour y accueillir des startups qui vont faire cette révolution numérique, digitale, qui est en cours, je le dis devant M. Solimine, qui nous a fait l'honneur de visiter l'autre jour le site un peu en avance, hein, une inauguration qui viendra plus tard. C'est extraordinaire ce qu'on y a vu. On a l'impression d'être dans une tour de contrôle d'un aéroport le plus moderne. Et c'est extraordinaire. Et ce n'est encore qu'un chantier, parce que tout n'est pas terminé, même si apparemment les premiers essais sont concluants. Voilà, je voulais dire cela parce que nous sommes une vallée industrielle et nous le restons. Et je ne vais pas m'étendre longuement, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure rapidement, sur toutes les autres usines que nous accueillons dans cette vallée, parce qu'elles font notre fierté, elles font la fierté des salariés qui y travaillent. Et je crois qu'ils ont raison d'être fiers, parce que nous sommes effectivement au top. Pour autant, je le dis aussi rapidement, parce qu'on fait, non pas un bilan, mais on essaie de voir un petit peu comment les choses ont évolué au fil du temps, ce n'est pas gagné, hein. Et là, je crois que collectivement, on peut tous se féliciter qu'on a réussi à faire l'opération. C'était pas gagné parce que c'est quand même une course d'obstacles, hein, que de vivre dans une vallée sidérurgique en reconversion. Une sacrée course d'obstacles, je peux vous le dire. Je ne vais pas tout vous rappeler, mais enfin bon, les plus anciens se souviennent, il y a quand même eu le PED. Il y a eu 93 avec Delbar et Strauss-Kahn qui débarquent avec l'usine Daewoo, mais 10 ans après, l'usine Daewoo, elle repart. Et là, je rends hommage effectivement à ThyssenKrupp qui a récupéré non seulement l'usine Daewoo, mais l'usine GKN.
Et aujourd'hui, sauf erreur de ma part, ils sont à peu près 1400 à travailler chez ThyssenKrupp. Et ils continuent de progresser. Et ils continueront de progresser. C'est les voitures de demain. Hein, c'est effectivement ces colonnes de direction qui n'existeront quasiment plus, mais qui seront quasiment voilà, distantes, avec une pastille. Bon, je ne suis pas ingénieur, excusez-moi, mais en tout cas, je trouve ça assez extraordinaire. Et ça va, j'allais dire, de la Dodge à la Ferrari. C'est encore plus extraordinaire, donc ça concerne effectivement tout le monde. Autre point sur lequel je voudrais quand même dire un mot, parce que j'ai parlé tout à l'heure des mines de fer, et certains pourraient en témoigner dans la salle, en particulier, je pense, parmi les élus, Fabrice Servet, qui est maire de Puntange. Souvenez-vous, en 2005, on nous prédisait l'apocalypse, avec l'ennoyage des mines de fer qui a démarré. Nous avons fait le nécessaire, et mes prédécesseurs ont fait le nécessaire à l'agglomération pour que ceci ne soit pas la fin du monde. Et effectivement, lorsque l'eau est sortie en mars 2008 à Puntange, eh bien, les choses étaient à peu près maîtrisées. Et ça n'a pas été la catastrophe que certains annonçaient. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas prendre des précautions. D'ailleurs, j'étais à l'époque parlementaire et mon équipe se souvient que nous avons rassemblé, réuni des experts internationaux d'Afrique du Sud, d'Allemagne, venus du monde entier, pour essayer de comparer ce qui allait nous arriver à ce qui est arrivé à l'extérieur. Mais en tout cas, je le dis aussi, oui, ça a été un moment difficile, qui pouvait effectivement entraîner des catastrophes. Il y en a eu d'ailleurs, hein, je ne mésestime pas le drame vécu par des gens qui ont dû quitter leur maison, dans la précipitation, qui ont du mal à se reloger, il en a eu. Mais ceci étant dit, il a fallu passer aussi cette obstacle. Et d'autres, hein, allez, à petite note quand même un petit peu taquine sur la sidérurgie, je ne peux pas l'éviter. C'est vrai que l'histoire du parfum de la Cologne et de l'OPA hostile de Mittal, bon, on s'en serait passé. La forme en tout cas. Aujourd'hui, je ne porte pas plus de jugement. Il ne s'agit pas de juger aujourd'hui le capitalisme international, hein, ce n'est pas l'objet de ce rassemblement. Mais en tout cas, moi je constate que nos salariés sont au top et qu'ils sont fiers de faire ce qu'ils font. Alors, l'avenir. Bon, c'est pas un scoop si je vous dis que ce sera quand même pas non plus un long fleuve tranquille. On va continuer d'avoir effectivement ces réussites maximalistes, j'allais dire, qui font notre fierté. Mais on va aussi rencontrer encore des obstacles, ça va sur. Et ces obstacles, ils sont quotidiens, ils sont liés tout simplement à notre constante mutation que nous essayons d'accompagner. Et puis, écoutez, la concurrence internationale, il n'y a pas de secret pour qu'on soit meilleur que les autres. Et ça ne sera pas forcément toujours facile. Et puis, il y a, nous allons voir, il y a aujourd'hui des gens qui, sur ce territoire, ont du mal à trouver leur place. Ils ont du mal à trouver leur place parce qu'on est tellement high-tech que ceux qui n'ont pas de formation de très haut niveau ont du mal à trouver leur place. Et ça doit être franchement un objectif que nous devons poursuivre. On le fait plutôt bien, monsieur le sous-préfet, dans le cadre notamment des ZSP, on parle de sécurité, mais au-delà de la sécurité, on s'attache aussi et surtout à trouver du boulot à ces gens-là. Et ça, c'est important. Alors, ces faiblesses. Je voudrais dire un mot quand même de ce qui peut paraître une force pour tout le monde aujourd'hui, mais qui pour moi reste insuffisamment traité par l'État aujourd'hui. Je le dis clairement, j'ai longtemps siégé dans les commissions intergouvernementales sur les questions du Luxembourg, mais depuis 4 ou 5 ans, nous sommes dans une situation qui a évolué comme on n'a jamais pu imaginer qu'elle évolue. Aujourd'hui, tout me semble bloqué, je le dis, et c'est pas moi qui le dis, je reçois tous les jours des messages sur Messenger, je lis comme vous la presse en fait écho d'ailleurs pratiquement tous les jours, les problèmes ne sont pas résolus, loin s'en faut. Je vais prendre quelques exemples. J'ai saisi récemment, en soutien de Mathieu Klein, qui est président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le gouvernement, le ministre, c'est un vague chef de cabinet qui m'a répondu, bon ça on est habitué, mais bon ceci étant dit, ça veut dire que le sujet n'est pas essentiel et secondaire. J'ai apprécié moyennement, mais je connais la procédure, et je me suis dit, se foutent de nous. Ils m'ont expliqué quand même, tenez-vous bien, hein, la proposition de Mathieu Klein était sérieuse. On crée un délégué interministériel capable de mettre de la coordination pour que lorsqu'on rencontre des luxembourgeois, il n'y ait pas 10 opinions françaises d'un côté et une opinion luxembourgeoise, mais pour qu'il y ait un délégué interministériel qui puisse dire, voilà, du côté français, on a réfléchi, on vous propose cela. Là-bas, on me répond, il y a un ambassadeur pour ça. Bah écoutez, pour moi, un ambassadeur, il fait de la diplomatie. Hein, il arrondit les angles, participe à des cérémonies, voilà. Il est poli, il est correct. Mais il n'est pas négociateur. Et je pense que là, on est en position de faiblesse. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on sera mauvais. Et de la même manière, je le dis sur la mobilité toujours, parce que c'est un sujet fondamental. J'ai beaucoup d'estime pour le préfet de la région qui va s'en aller. Il y a d'ailleurs un parcours un peu parallèle à un moment donné de mon existence. Mais ceci étant dit, le rapport, on l'attend toujours, hein, sur la gouvernance partagée entre élus et puis l'État. Il faut quand même qu'on avance. Les gens qui sont dans les bouchons, ils n'en peuvent plus d'être dans les bouchons.
De même, d'ailleurs, monsieur le sous-préfet, je fais passer le message parce que je sais que vous allez être effectivement très attentif à ce que je vais dire. La 31 bis, et on nous annonce 2 années d'études de plus. Mais on n'a pas bientôt fini d'étudier. C'est quand même depuis des années, voire une décennie. La VR 52, ça a duré 30 ans. Hein. Donc on peut faire avec. Mais je pense qu'on ne peut pas attendre même pas 3 ans pour la 31 bis, même si je pense que la 31 bis ne résoudra pas toutes les questions. On n'est pas bon non plus sur les trains, enfin on le sait, là, parce que bon, voilà. Et ça commence, je trouve, par faire beaucoup. Et je le dis aussi là en tant que président du Val de Fensch, on n'a pas été très bien servi sur les partenariats. Il y a une négociation qui a été menée à une certaine époque, avant même ce gouvernement, après avec le gouvernement actuel, en disant il y en aura 2 en France et les Luxembourgeois contribueront à leur financement. Bon, il y en a un à Thionville, du côté de Mésange, et puis il y en a un deuxième du côté de Normandie, pas tant mieux. Ceci étant dit, aujourd'hui, le vrai débat, et Pierre Pudy me l'a encore dit il y a 2 jours ou 3 jours au téléphone, en m'appelant, le vrai débat, c'est qui est police. On attend quoi pour réaliser, on l'a fait à Lubange récemment, mais pour réaliser ces parkings indispensables et nécessaires, pour booster effectivement la mobilité entre la France et le Luxembourg. On attend quoi? Je pourrais faire une liste extrêmement longue de cela, parce qu'on a fait un pôle métropolitain frontalier, c'est très bien, mais si c'est simplement pour regarder passer des trams, et pas en nombre suffisant, ou les bus pas en nombre suffisant, ça n'ira pas. Hein. Les bus, maintenant, c'est bien, mais il faut qu'ils fonctionnent aussi. Et il faut qu'ils soient assez nombreux. Donc moi, j'appelle le gouvernement ici à prendre vraiment les mesures qu'il faut. Certes, il n'y a peut-être que 150 000 Lorrains qui vont vers le Luxembourg. C'est rien à côté de la région parisienne. Mais je le redis, on n'est pas quantité négligeable. Et ces 150 000 personnes, pas tout à fait encore, mais on y va, doivent être respectés, parce qu'ils sont aussi la puissance et la force de cette région. Alors, que fait-on, nous, de notre côté, communauté d'agglo, pour aider les uns et les autres? Ben, écoutez, c'est assez simple. Hein. Dans le domaine du logement, on a à chaque conseil communautaire une dizaine de points. Jean-Pierre Servet ou Bruno Brizzi, qui je pense sont là, pourraient en attester. On a à peu près une dizaine de points sur l'aide au logement en général, pour en construire, pour qu'ils soient occupés, pour restructurer les copropriétés. Enfin bon, je ne fais pas la liste, mais on est, je pense, de ce point de vue performant. Cœur de Ville, Cœur de Fensch, le Grand Cercle, pour en parler, puisqu'il suit les travaux, on a fait quand même 6 tronçons déjà. On va bientôt en terminer 3, ça fera 9. Il y en a, je crois, à peu près, grosso modo, encore une bonne dizaine à faire. Peut-être 14, en fonction de la programmation qu'on réalisera dans les mandats à venir. Donc, c'est du boulot concret. C'est incontestablement ce qui amènera de l'activité dans nos centres-villes, parce qu'on a un petit déficit d'image quand même. Et moi, je me félicitais du travail qui est fait là, en termes de reconquête. Les reconquêtes, c'est aussi la reconquête des friches. Je le dis ici, haut et fort. Depuis des années, on essaie de trouver une solution pour la ZAC de la mine de la Paix. Elle est trouvée. On a aujourd'hui, effectivement, une concession d'aménagement de la ZAC de la Paix qui est signée. Et je le dis au maire d'Algrange, que j'ai vu à midi, je ne sais pas s'il y a ce soir, il y aura effectivement du vrai dynamisme dans cette commune lorsque nous aurons des gens qui viennent y résider. On va y réaliser d'ailleurs une mini-crèche, mais pas quand les gens ne sont pas là. C'est évident, puisque j'ai vu aussi dans un bulletin municipal que nous aurions une responsabilité à la communauté d'agglo sur l'installation de médecins. Non, pas du tout. On nous apprend qu'il n'y a plus qu'un médecin à Algrange. J'ai des statistiques là, je peux vous dire combien il y en a commune par commune. Pour qu'il y ait des médecins dans les communes, il faut que les communes soient effectivement dynamiques et qu'elles aient les outils nécessaires pour les accueillir. Il ne faut pas se renvoyer la balle. On n'est d'ailleurs pas dans la situation de certains territoires qui sont vraiment très déficitaires. Bon, après il faut être vigilant, et je crois qu'il faudra que ce soit une priorité des années qui viennent. Après, je le dis, hein, je suis déçu de la position du CHR. On avait commencé par travailler avec eux. Aujourd'hui, ils prennent les médecins retraités. C'est sympathique. On en prend 4-5 et ça fait un poste. Mais ça ne fait pas des médecins supplémentaires, des médecins retraités. Ça fait des médecins qui prolongent leur activité, tout simplement. Donc, il faudra effectivement que ces questions-là soient également l'objet des reconquêtes dont je parle. Reconquête politique de la ville. Sylvia Valdoun, je la salue parce que je lui délègue souvent ces questions. Les autres d'époque ont assez mal fait les choses. On est arrivé à une urbanisation souvent trop rapide. On arrive petit à petit dans ces quartiers aujourd'hui à bien vivre. D'ailleurs, il y a des villes qu'on ne reconnaît plus aujourd'hui. Hein. Je ne les cite pas, vous les connaissez. Elles se sont complètement transformées. Donc, je crois vraiment que là aussi, merci à tous les partenaires qui nous accompagnent. Merci aussi à l'État. Mais je le dis, la communauté d'agglo va prendre le relais suite à des réductions de crédit régulières au fil du temps. On l'a fait. Et il faut le souligner. Reconquête environnementale. Je ne reviens pas trop sur les aspects en maillage, mais simplement sur la restauration de la Fensch.
On en parle souvent, des fois en termes un peu polémiques, mais je veux dire par là qu'il y a 5 millions qui ont été investis à l'époque de l'embrayage, et on continue d'investir pour que les berges de la Flèche soient parfaitement aménagées. Et là, je remercie notamment Fabrice Servet qui suit ces questions et qui, voilà, je crois, fait le job comme il faut le faire. Et puis, alors il y a un domaine où effectivement c'est encore quelquefois plus difficile, mais c'est aussi une question de reconquête d'image. C'est tout ce qui est environnemental. Pas parce que c'est d'actualité, mais la taxe incitative, on est une des rares collectivités, je crois, à avoir foncé aussi rapidement. Ça n'a pas été facile dans certains quartiers, j'en conviens. Mais aujourd'hui, alors vous allez peut-être sourire, mais je suis content, moi qui ne connais pas grand-chose à ces questions, peut-être que la poubelle jaune va passer devant la poubelle verte. Donc on a un progrès, et vous sortirez plus souvent la jaune que la verte. C'est-à-dire qu'on a réussi, et qu'on est en train de réussir cette révolution environnementale qui consiste à mieux trier et à faire en sorte qu'il y ait moins de produits finaux. Soyons-en fiers. Jean-François Mendes, on a eu des débats sur le sujet, c'est le moins qu'on puisse dire d'un homme de conviction, mais je crois qu'on a trouvé le bon compromis, et en tout cas qu'aujourd'hui, on peut sortir par le haut, et au-delà de ce que nous espérions d'ailleurs même, hein, parce que le prix depuis le 1er janvier est bien plus performant que nous n'avions jamais imaginé. Et puis, je voudrais terminer par cela, parce que bon, on pourrait encore parler longuement de ce que nous avons fait, mais il faut que nous soyons exemplaires de mon point de vue sur quelques points. D'abord exemplaires, et je ne fais pas de leçons, je ne donne pas de leçons, mais je vais ici souligner, d'autant qu'il ne sera plus candidat, il travail fait par Clément Arnould, en tant que responsable des finances, il faut que nous sachions gérer les deniers publics à l'économie et que nous ne dépensions pas un centime de trop si ce n'est pas nécessaire. La situation n'est pas si facile que ça, et je pense véritablement que même si nous aidons beaucoup, je sais que certains ont déjà fait des efforts, il faut que nous continuions dans cette direction, c'est absolument essentiel. Si les dépenses doivent être utiles, il faut qu'elles soient bien choisies et qu'il n'y ait pas le moindre dérapage. Et ça, j'y tiens particulièrement parce que c'est la condition de notre survie dans le futur. Voilà. En tout cas, j'ai demandé au service de le faire, et je crois qu'on a, depuis 2 ans, fait du bon boulot. Continuons dans cette direction. C'est absolument essentiel. Ça permettra ceci, et c'est ça le plus important, de continuer de faire. Alors, si vous étiez dans une assemblée représentative de la France entière, je crois qu'il y en a qui écarteraient les yeux et diraient mais non, comment ils font, c'est pas possible. Ben, sachez qu'avec le FPIC et la dotation de solidarité communautaire, c'est un peu technique, mais c'est de l'argent qui est à la communauté qu'on redonne aux communes. Cadeau, hein, c'est pas l'obligation de redonner comme la dotation de compensation, c'est un cadeau que l'on fait, qu'on négocie le temps d'un mandat. Sachez qu'au total, on a distribué 11 376 000 euros aux communes, qui en font ce qu'elles veulent, en plus de cœur de ville, cœur de Flèche. Alors, c'est variable d'une commune à l'autre, bien entendu. Ça va de soi, parce qu'il y a des critères que nous ne déterminons pas. Bon, enfin, je veux quand même le dire, c'est pas tout à fait rien que ces 12 millions au total. Alors, c'est vrai qu'il y a des dotations qui ont baissé, mais nos dotations de la communauté vers les communes, elles ont augmenté. Et je le concède, après un long débat sur ces 11 millions et quelques, nous avons remis en cause 200 000 euros au budget de l'année dernière. 200 000 euros. Je pense qu'il faudra aller au-delà. C'est mon opinion, on peut ne pas la partager, mais si on ne la partage pas, il faudra avoir le courage de dire qu'il faudra augmenter un peu les impôts. Voilà. Donc, ma position de ce point de vue-là ne change pas, mais je lance d'ores et déjà, puisque nous sommes, et vous êtes tous en campagne électorale, ce sera un débat sans doute de la prochaine mandature. Enfin, pour terminer par vraiment du positif, et ne pas vous fâcher ou vous contrarier, parce que je sens que quelques-uns peuvent avoir un peu faim, mais je sens qu'il y a quelques crispations au niveau de l'estomac quand je parle économie. Je voudrais vous dire 2-3 mots de ce qui étaient des paris extraordinaires et qu'on a finalement réussi à terminer dans un temps record. Le très haut débit, ça rejoint d'ailleurs un peu les progrès dont j'ai parlé tout à l'heure. Le très haut débit, on va le réaliser à l'habitant, ici. Bon, pas faire de provoque, hein. On a gagné contre l'État cette fois-ci. Ça a été, monsieur le Posoré, vous n'étiez pas là. En première instance, on s'est pris une baffe. Mais alors la raclée qu'on a mis, on appelle, on en est vraiment très heureux, nous avec nos juristes. Voilà. Bon, c'est comme ça, pour autres, il y a des victoires qui font plaisir, mais le plus important, c'est pas ça. Je tiens l'attention, je crois qu'il y a eu Humain Dayange qui avait émis quelques critiques sur le THD, sur la petite enfance, au début de ce mandat. C'est quand même des belles réalisations. Je crois que d'ailleurs, il le reconnaît aujourd'hui. Le THD, on a d'abord été inauguré, d'ailleurs, celui-ci à Saint-Nicolas-en-Forêt. Et la petite enfance, on n'a jamais autant investi dans les outils de petite enfance que depuis que nous sommes de nos affaires. Donc voilà. Et je ne voudrais pas, parce que c'est un petit clin d'œil, mais je n'ai pas vu de représentant du monde judiciaire, mais on a quand même également réalisé, je crois, quelque chose
d'un peu unique. On devait accueillir, enfin mettre le Cange, une maison de la justice et du droit, et on avait décidé, tous les élus, dès le départ, de la mettre à la disposition de l'ensemble des fins de choix. Et moi, je trouve que le fait qu'on ait régulièrement chaque année 2700 personnes qui passent de cette MJD est un formidable succès. Il y a à peu près une quinzaine d'associations, il y a des avocats, il y a des notaires, il y a des greffes, toutes les professions juridiques sont là pour rendre un service gratuit, je dis bien gratuit, à nos populations. Voilà. Et ce service gratuit, il servira aux gens qui aujourd'hui sont aux affaires, puis servira aux petits-enfants que nous appelons à les crèches, puisque on est responsable. Ces fameuses crèches, alors c'est plus trop les publics, nous c'est public. On a assumé nos responsabilités et je crois qu'on a réussi à le faire. Et puis alors, on va faire un dernier petit clin d'œil. En tant que jeune papy, je me félicite des investissements que nous avons réalisés dans le domaine de la petite enfance. Je le constate tous les jours, leur pertinence. Voilà ce que je voulais vous dire en guise, en quelque sorte, non pas de conclusion des années, mais en tout cas en guise de vœux pour l'avenir, que l'avenir soit aussi réjouissant que ce que nous avons vécu ces dernières années, malgré les quelques obstacles que nous avons dû franchir quelquefois de la difficulté. Mais l'essentiel, c'est d'atteindre le but, même s'il y a des autres entre-temps, et là c'est le cycliste qui vous parle. Moi j'ai une satisfaction extraordinaire quand le but est atteint. Voilà, le but étant atteint, me semble-t-il, ce soir pour ce qui me concerne, quand je vous invite à atteindre votre but qui était de venir déguster quelques mets savoureux de la vallée. Merci.